Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Battier de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Ça, c'est des belles, des belles entités. On va parler, évidemment, j'allais dire, mais parce qu'on peut plus s'empêcher de parler de l'intelligence artificielle, mais avec Christophe, qui est un bâtisseur de communauté. Je pense qu'on peut le dire et qui nous en a bâti une qui nous concerne tout particulièrement, pardon, puisque c'est l'IA pôle supérieur. Il Oui. va faire un bilan de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Et puis, plutôt que de prendre vos minutes qui sont si précieuses, je vais directement lui passer la parole. Tu peux compléter, Christophe, si tu veux, ta bio et y aller. Ah, c'est parfait. Merci Nathalie. Alors donc je suis voisin, hein, lyonnais, c'est à côté de la Suisse. J'étais chez vous il n'y a pas très longtemps avec Nathalie. On a bossé justement dans une communauté pour construire des cours. C'était à une distance, si ma mémoire est bonne, du côté de Brigue, hein, c'est comme ça qu'on dit. D'accord, parfait. Ça c'était au mois de février. Et puis oui, donc effectivement, je travaille en ce moment depuis 2022 autour de l'IA. Avant, j'ai travaillé dans l'innovation pédagogique à l'université depuis le siècle dernier, donc autour de ces problématiques d'innovation et d'appropriation des outils du numérique. Et l'IA, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'ai bossé pendant un an dans une start-up qui vend des solutions autour de l'IA de 2022 à 2000, début 2022 à fin 2022, pendant un an. Et là, à l'université, on m'a dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Regarde ce qu'on peut faire avec ça. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire. Je dis, je vais jamais y arriver tout seul. Et comment je me suis organisé, je vous montrerai deux, trois petits trucs qu'on a mis en place. Une communauté, effectivement, Nathalie, j'aime bien de faire des choses comme ça parce que l'IA, ça a un impact sur la technologie. Ben, il y a une techno derrière, il y a des serveurs, il y a des algorithmes, il y a des protocoles, il y a des problématiques juridiques de droit d'auteur, de droit d'utilisation de ces IA, des problématiques éthiques, philosophiques, etc. et pédagogiques, hein, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on va regarder ça. Donc l'idée de ce petit moment, hop, il faut que je clique, voilà, ici. Comment on est, alors on va faire un petit bilan autour de l'enseignement et donc des enseignants et des étudiants. On va avoir ces deux volets-là, ça sera deux volets différents. L'impact chez les enseignants, on va commencer par vous. Vous traitez les enseignants depuis quelque temps. Qu'est-ce qui se passe autour de votre métier pour les enseignants avec cet outil-là, avec deux focus sur la production de contenu et sur les évaluations. Ah, j'ai mis évaluation sans S sur les évaluations des étudiants parce qu'on a discuté avec Nathalie en préambule. Aujourd'hui, on n'est pas sûr d'évaluer les étudiants, mais plutôt les IA qu'ils utilisent. Donc, il faut trouver des outils pour savoir si vraiment j'évalue mon étudiant et pas l'IA qu'il utilise. Chez les étudiants, quelques chiffres clés, je pense qu'ils sont intéressants au bout de 2-3 ans de voir un peu là où on en est et la mesure de premiers impacts autour de recherche. Alors, je vous ai mis le lien, je ne sais pas si vous avez le temps de flasher, pop, 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 si je reviens ici. Vous pouvez télécharger le support là, que j'utilise en ce moment. Et avec ce support-là, vous avez tous les liens. Et puis, à partir de ces liens, je vais même vous donner des bases de données de liens qui vous donneront encore plus de travaux, de recherche si vous voulez gratter. Je vous donne des clés de compréhension pour démarrer autour de ça. Et ça vous intéresse pour aller beaucoup plus loin. Et on finira par l'impact sur la recherche très rapidement, parce que, vous voyez, pour chacun des points, il faudrait 3-4 heures à chaque fois pour faire un peu le tour. Mais là, donc, on va survoler tout ça et puis, en conclusion, vers où on va. Alors, d'où on part? Déjà, il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que depuis quelque temps, autour du numérique, on a subi plusieurs vagues d'innovation. Alors ça, c'est la courbe de... Mince, je me rappelle plus comment ça s'appelle cette courbe. La courbe d'appropriation des technologies. Et on voit que le siècle dernier, on a eu le web qui est arrivé dans nos institutions. Donc, à partir de moi, à l'université, j'ai mis les premiers cours en ligne à l'université de Lyon en 95, je crois. On avait un serveur et on a 95-96 et on a fait les premières journées de restitution pas de bilan, mais voilà, de cours qu'on a mis en ligne en 98. La première journée, c'était en 98. Donc, vous voyez, depuis, s'est passé quand même pas mal de choses. Il s'est passé quoi dans le monde de l'innovation? Alors, par rapport au web, on a eu cette évolution, nous, à l'université, autour des années 2000, on avait 95% des étudiants de l'université de Lyon.
sont principalement à Lyon, avaient accès à Internet à haut débit avec la DSL, hein, déjà. Donc, on était dans des communautés qui utilisaient beaucoup le numérique, donc ça a permis de faire pas mal de choses. En 2000, il y a eu cette bulle Internet, et puis ensuite, le web économiquement est partout. Le numérique est accessible. En 2005, une nouvelle vague d'innovation qui est peut-être un peu passée en plus discrète, mais qui a un impact très fort, c'est le streaming vidéo, les premières vidéos en ligne. Donc YouTube, c'est quand même le plus gros trafic de vidéos sur Internet. 2006, hop, 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 l'arrivée des réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un impact. Il y a eu le côté positif et le côté négatif, un peu comme dans chacune des technos qui sont tombés dessus dans le monde de l'université et dans le monde en général. 2007, les smartphones. Donc, on a tous un cerveau annexe. On utilise tout le monde ça. Les smartphones sont présents. Dans le monde de l'éducation, on les utilise beaucoup. D'ailleurs, on est en train de vouloir les interdire chez nous en France pour les petits. Ça bip, je ne sais plus quoi. Il y a quelqu'un qui a écrit des choses très intéressantes, on en parlera, c'est Michel Serres autour de l'utilisation du numérique et des smartphones, ces petites poussettes. Donc c'est un bouquin assez intéressant. En 2012, on a eu les MOOC. En 2020, un rupteur assez fort, ce petit truc-là, le Covid, qui a eu quand même dans nos institutions, il y a un avant, un après Covid. En gros, à l'Université de Lyon, il y avait 30, allez, 40% des enseignants qui faisaient de l'hybridation. Alors, c'était très peu hybridé pour certains, beaucoup chez d'autres. Mais après, tout le monde avait sauté le pas, tout le monde avait des connexions, tout le monde savait comment mettre en ligne des formations, faire des quiz, faire des choses un peu plus avancées que juste mettre des PDF en ligne. Donc, il y a eu vraiment un avant et après. Et depuis quelque temps, depuis octobre 2022, la sortie, novembre 2022, l'arrivée de ChatGPT, l'IA, qui est aussi impactante que toutes ces vagues-là. Alors pourquoi j'ai parlé de ces vagues d'innovation? Parce que à chaque fois, dans les communautés d'enseignants, on a les pour, les contre, les anti, etc., etc. Donc on retrouve les mêmes phénomènes, sauf que là, avec les indicateurs que je vais vous donner, ça va beaucoup plus loin et ça va beaucoup plus fort que les technologies qu'on a vues jusqu'à présent. Je vous ai dit, il avait fallu 6 ans pour qu'on ait 100% ou 90% des étudiants qui se connectent sur des cours en ligne avec le web. Là, avec l'IA, c'est beaucoup plus rapide. Alors, petit focus, l'IA existait avant ChatGPT. Je crois que c'est un peu important de le dire, parce qu'on oublie souvent ça. On fait souvent l'IA, c'est ChatGPT. Non, non, non. Il y a plein de choses qui existent déjà. Je vous ai mis un travail qui a été fait par François Bocquet, qui est une mind map. Vous allez voir dans tous les domaines de l'éducation où l'IA est déjà utilisée. Avant ça, il avait fait ce travail en 2022. En juillet 2022, sur un Ludovia en Polynésie, je lui ai demandé de faire ce travail. Et il avait fait tout le récapitulatif de les actions, l'IA, où elle est utilisée dans l'éducation nationale. Ça, c'est un travail pour l'éducation nationale, mais c'est la même chose pour l'enseignement supérieur, pour la formation, le monde de la formation. Donc, sur les traductions automatisées, des résumés automatisés, des corrections texte, scénarisation texte, il y a déjà quand même pas mal de choses qui existaient avant l'arrivée de ChatGPT. Mais c'est vrai que ChatGPT, c'est le game changer, c'est des choses qui a bouleversé le monde de l'université, le monde de l'éducation, le monde économique en général. Et donc, pour comprendre ça, on s'est créé des espaces de mutualisation. Alors là, je vais parler un peu français. Je ne connais pas trop le monde suisse, hein, même s'il existe des choses dans les pays suisses, où on a eu des événements chez vous en Suisse. Mais en France, on a une agence de mutualisation des universités qui a publié, hop, 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 voici le lien, un super rapport de ce qui se passe dans les universités, donc en décembre 2023. Donc, il y a déjà pas mal d'informations là-dessus. Ils font des cycles aussi de conférences. Moi, j'interviens avec eux au mois de juillet, il me semble. Voilà. Donc, il y a régulièrement, tous les mois, il y a des conférences sur l'impact des outils, des IA, des choses comme ça. Donc, c'est la partie un peu institutionnelle chez nous à l'université. D'autres espaces de mutualisation, il y avait les informaticiens qui avaient monté une communauté, le CSIER. C'est là-dedans que moi j'ai commencé à dire il faudrait bien qu'on fasse un truc sympa autour de l'IA il y a 2 ans. Et du coup, on a monté une communauté, j'en parlerai après, mais ça vient de cette communauté-là, qui parle des problèmes informatiques au sein de l'université au sens large et pas que de l'IA, même s'il y a un focus IA.
Il y a, depuis récemment, il y a des mutualisations aussi en France autour des équipements. C'est-à-dire que, ça c'est tout récent, hein, ça fait 2 mois, monter un serveur d'inférence, donc un serveur d'IA, c'est compliqué, c'est cher, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours les ressources financières, techniques et techniques hein, pour gérer ça. Et là, l'idée, c'est que les universités qui ont commencé à monter des serveurs puissent échanger des temps de calcul, puissent échanger des serveurs, des services, des modèles de langage, des inférences, faire collaborer des inférences. Voilà. Donc, il y a depuis 2, 3 mois maintenant, une fédération IDAS qui existe, hein, qui permet d'échanger, d'être concrète, hein. Là, on est dans le dur. Et pour faire un petit cocorico français, tout ça, ça s'articule autour d'un éditeur qui s'appelle Mistral, qui est un éditeur d'IA, un peu comme OpenAI, Google et compagnie. Voilà. Et nous, dans notre coin d'universitaires, on a monté une communauté un peu généraliste qui s'appelle IA for Sup, en disant, ben voilà, l'IA a un impact dans nos universités d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue pratique aussi, sur des métiers. C'est impactant sur les métiers. Moi, je suis à la direction du numérique. À la direction du numérique, il y a des programmeurs. Donc, le métier du programmeur ne sera pas forcément le même dans 3, 4, 5 ans qu'il est aujourd'hui. À faire des lignes de code pour les applications, ça risque de changer assez fortement. Sur l'organisation, sur le traitement des données, etc., etc. Donc, là, bah, hier, on a inauguré un chatbot pour faire l'accueil des étudiants pour la rentrée, pour discuter avec les étudiants, où c'est que je peux faire une location de vélo, si je perds ma carte étudiant, quelle est la procédure. Bon, voilà, on a mis en place des dispositifs comme ça. Et donc, quand on m'a demandé de regarder ce qu'on pouvait faire avec l'IA, comme c'est compliqué, je dis, je vais jamais y arriver. Moi, je suis plutôt du monde de la pédagogie, pas trop techno et pas trop informaticien. J'ai dit, ça serait bien qu'on ait une communauté où les informaticiens, les juristes, les pédagogues, les administratifs puissent discuter entre eux. Ceux qui sont avancés expliquent à ceux qui sont un peu à la rue comment ça fonctionne. Donc, on a monté cette communauté il y a 1 an et 3 mois maintenant. On doit être 180, 190 inscrits à cette communauté, contributeurs, on va dire, et qui représentent à peu près 130 établissements, donc essentiellement en France, mais aussi Nathalie, la digne représentante des Helvètes, mais t'es pas la seule de Suisse. On a On n'est quelques pas beaucoup, Belges hein. et 3, 4 quand même. Quelques Belges et quelques Africains et 2, 3 Québécois. Voilà, donc c'est plutôt francophone. Et l'idée, c'est de discuter entre nous et autour d'un espace, est-ce que j'ai mis le lien, où on peut échanger et construire des choses. Voilà, on a un espace de co-construction, c'est un espace Notion. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Si vous ne connaissez pas cet outil et si ça vous intéresse, avec Nathalie, on vous fera un café pédagogique sur Notion. Hop là, je vends des trucs. C'est Belle idée. vraiment. Ah ouais, ouais, non, non. C'est un super outil qui permet de faire de plein de choses, d'organisation, s'organiser dans le travail. Et notamment s'articule autour de bases de données qui sont essentielles dans ce qu'on fait dans la communauté. Donc là, par exemple, vous voyez l'exemple d'une fiche. Donc si vous flashez ce code, vous irez directement sur cette fiche. C'est toutes les ressources pédagogiques qu'on peut utiliser en classe. Déjà pour comprendre soi-même comment fonctionnent les IA et faire comprendre les IA avec des simulateurs. Il y en a pas mal qui viennent de chez vous, hein. Celui-là, il vient de Suisse, celui-là, il vient de Suisse. Donc, j'ai découvert ça pas à l'AIPU, à Ludovia Suisse l'année dernière. Ça a lieu à Ludovia Suisse, Yverdon. Yverdon-les-Bains. Ouais, c'était à Yverdon. Voilà. Et donc, on fait des fiches comme ça, on fait des regroupements tous les mois, et on discute entre nous sur ces problématiques-là, et on alimente plusieurs bases de données, d'outils. Pour plusieurs bases de données, la première, c'est les outils. Donc, on identifie les outils qui pourraient nous servir en disant, ben, ça c'est bien, ça c'est gratuit, ça ceci, cela. Donc, il y a tout un tas d'outils qui peuvent nous aider dans les universités. Donc, on en a référencé, là, il y en a à peu près 500 et quelques aujourd'hui dans la base de données. À partir de là, on peut faire des recherches. Donc, vous avez vu, on a mis des tags, on a mis des descriptions, des choses comme ça. Donc, tous les outils qui me permettent de créer des slides. Donc là, il y en a une cinquantaine qui ont été identifiés. Donc, ça permet de voir ceux qui sont européens, ceux qui, par exemple, vous voyez, celui-là, Currypod, c'est un Norvégien, plutôt pour le lycée.
C'est important aujourd'hui de savoir d'où viennent les IA, qui sont derrière les éditeurs, parce qu'il y a un impact juridique qui est encore faible. Alors vous, en Suisse, je ne sais pas si vous dépendez de l'IACT ou pas européen, de la même juridiction ou pas, mais on a une juridiction qui est en train de se mettre en place en Europe et les interdictions formelles vont bientôt arriver, c'est au mois d'août, hein. Donc il y a une gradation en disant ça c'est dangereux, ça c'est pas, ça correspond pas, il faut que les éditeurs se mettent à jour. On leur a donné 2, 3 ans pour le faire et le verdict va tomber en août, ceux qu'on aura nous le droit d'utiliser ou pas le droit d'utiliser en Europe. Donc, il y a tout un cahier des charges qui est fait. Là, c'est pareil, si ça vous intéresse de regarder côté juridique, on pourra y passer 1 heure, parce que j'ai quand même pas mal de billes autour de ça. Mais donc, c'est intéressant de regarder ça. Donc, il y en a on a des gens assez intéressants en Europe, hein, Currypod, Pitch, des Allemands qui font des choses assez sympas. Donc, bah, tiens, j'ai repris ça, et je fais des présentations. J'ai fait des formations autour de ces outils-là déjà, et Gamma, qui est pour moi le plus sympa, le plus rapide à mettre en œuvre et qui est pas mal. Donc, si vous ne connaissez pas, à partir d'un prompt, hop, ça va vous générer un PowerPoint. Là, c'est pareil. Si vous ne connaissez pas, on pourra se faire un petit café. Des cafés pédagogiques, enfin, avec moi ou quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est un sujet assez intéressant. Voilà. Gamma, nos Euh, étudiants s'en sont largement emparés déjà, hein. Ça, c'est vraiment leur outil préféré aujourd'hui pour créer des slides. En tout cas chez nous, ouais. hein. Ouais, c'est vrai. Il y a Canva aussi qui est pas mal. Il faudrait peut-être plus les Ouais. éduquer à Canva parce que faut qu'ils mettent les mains dedans. Mais bon, Gamma, c'est. J'ai fait une conférence aussi où j'ai parlé de Gamma. Moi, je fais des formations de formateurs au niveau universitaire en Afrique et j'avais identifié toute une série de formations depuis 2014 où je faisais à peu près la même type de formation, à savoir avoir entre 30 et 100 enseignants en présentiel, hein, pendant 10 jours, les former à la pédagogie numérique, les former à la création de contenu, les former à la mise en ligne de cours et structurer leur Moodle généralement, et pousser une partie des cours qu'on produit en présentiel pendant cette semaine commando, cette grosse semaine commando. Et on faisait ça avec des PowerPoint, des choses comme ça. Et l'année dernière, j'étais au Bénin et je dis, ben, on va pas prendre PowerPoint, enfin, tout de suite, on va utiliser des choses comme Gamma ou des IA pour créer des quiz et créer des contenus. Et on a été beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans la création de contenu. Donc, c'est des formations spécifiques parce qu'on part de zéro et on doit construire des corpus, des masters, des livres, enfin, bref. Et là, il y a eu un gros impact quand même avec les IA. Il y a une vidéo qui doit traîner en quelque part sur YouTube où j'explique ça. Mais donc, c'est quantifiable. Pas mal d'outils de quiz qui existent, qui permettent de générer des quiz, mais on peut déjà les faire avec la version gratuite de ChatGPT ou Mistral en disant fais-moi un questionnaire avec 10 questions, des choses comme ça. Donc, pour la création et la production de contenu pédagogique, on a vraiment des outils qui permettent d'aller assez vite, assez loin, des choses vraiment sympas, euh, avec des usages avancés. Dans la communauté, on a Céline Aversenck de l'IA de Montpellier, j'enlève le QR code, qui nous a présenté quelque chose derrière ce QR code pour ceux qui veulent faire des études de cas. Elle crée avec partir de fichiers Excel de comptabilité d'entreprise qu'elle met dans un chat GPT. Dans les prompts, elle décrit des acteurs de l'entreprise. La PDG, elle a tel comportement, le comptable a tel comportement, l'agent je ne sais pas quoi, qui contrôle les comptes, il a tel comportement. Elle partage le lien de ce qu'elle a construit avec ses étudiants. Ça fait une étude de cas. Elle dit avant, il me fallait plusieurs jours pour créer une étude de cas. Là, en quelques heures, je peux créer des études de cas. Et les étudiants discutent avec l'agent comptable, discutent avec le PDG pour faire un bilan, c'est quoi, un bilan comptable, pour les investissements, pour des trucs comme ça, comme s'ils avaient des gens avec eux. Voilà, donc elle explique tout ça dans IA for Sup. C'est des usages super intéressants de ces outils-là. Hop là. Alors, sur la production, je vais parler maintenant
d'articles de recherche sur la production. Parce que là, je vous ai donné des choses un peu au doigt mouillé, du cas par cas, mais on commence à avoir des articles de recherche qui sortent sur la production avec les IA génératives, notamment celui-là, que j'ai mis sur mon blog. Ah oui, j'ai un blog où il y a pas mal de choses, donc vous irez voir dessus. En plus, c'est une étudiante de l'Université du Michigan qui a formé une trentaine d'enseignants chez les K12, donc c'est plutôt lycée-collège, collège-lycée, pardon, en France, à l'utilisation de ChatGPT, avec l'idée, elle, que les profs allaient créer des contenus. Donc, elle observe pendant la durée de sa thèse comment les enseignants évoluent avec l'utilisation de l'IA après avoir été formés. Et le premier papier article qu'elle a fait, c'est assez rapidement, elle s'est rendu compte que, en fait, que 30% seulement des enseignants utilisaient les IA pour générer des contenus. Elle pensait que c'était beaucoup plus dans son idée à elle, mais en fait, ils ont déjà des contenus, ils vont beaucoup plus vite avec des choses qu'ils maîtrisent déjà, ils ont déjà si je caricature, ils ont déjà des slides, en remettre une, tu vas pas prendre un gamma pour remettre une slide dans ton PowerPoint, tu fais directement dans ton PowerPoint, tu fais tes modifications, bon, bref. Par contre, elle s'est rendue compte d'une chose qu'elle n'avait pas intuitée au démarrage de son travail de recherche, c'est que tous les enseignants utilisent les IA comme un coach pédagogique. Et ça, c'est assez nouveau, c'est-à-dire que euh, dans les classes, alors je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais chez nous en France et aux États-Unis, c'est un peu la même chose. On a des classes très diversifiées. Dans une classe de 30 gamins, au niveau K12, on peut avoir 12 nationalités. Tout le monde ne parle pas très bien français en France, dans le lycée, dans les collèges. Donc, ça pose des problèmes aux enseignants. C'est un premier problème. Les autres problèmes, c'est les dyslexies, dyspraxies qui sont présents aussi, qui sont là. Ils n'ont pas toujours la pédagogie adaptée. C'est pas la même pédagogie que pour tout le monde. Il y a un groupe d'étudiants qui n'a pas compris le théorème de Pythagore. Ben, il faut leur expliquer différemment comment je vais lui faire. Et donc, pour tous ces cas-là, les enseignants se retournent vers ChatGPT plutôt qu'aller embêter un collègue, hein. Comment je pourrais présenter différemment mon théorème de Pythagore à un étudiant qui ne comprend pas ceci? Comment je pourrais présenter ceci avec des exercices en anglais parce que j'ai des étudiants anglophones ou des élèves anglophones, patati patata. Donc voilà, un premier bilan, c'est celui-là. Un autre bilan assez rigolo, je vous l'ai mis parce que c'est une équipe suisse qui a fait cette étude-là. Euh, Ils se sont amusés à comparer l'impact des vidéos générées par IA. Donc, ils ont fait les mêmes vidéos ils se sont enregistrés dans un studio ou avec leur smartphone, et la même vidéo, le même contenu, la même durée, mais faite par IA. Donc, le scénario, c'est, je sais pas, le théorème de Pythagore. Je restais sur mon théorème de Pythagore en 3 minutes. Donc, soit le prof a enregistré, soit c'est le discours écrit par le prof et avec un avatar qui représente le prof. Donc, en fait, on présente le même produit et ils se rendent compte qu'en faisant dans des classes et une petite étude, une petite recherche autour de ça, que les étudiants ne voient pas de différence significative sur ce type de vidéo de contenu. Voilà. Et la conclusion de cette recherche, c'est que c'est pour eux, trouvent que c'est plus rapide de faire des vidéos avec des avatars que se déplacer dans un studio. Alors, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas les bons studios. Il y a des trucs un peu sympas qui permettent de faire des choses un peu plus rapides, n'est-ce pas, Nathalie? Voilà. Donc, c'est une étude qui fait, si on fait le même contenu avec des profs ou des avatars, les étudiants, pour eux, c'est pas pareil. Après, moi, mon point de vue, c'est qu'un cours, c'est pas que du contenu. Un cours, c'est de l'animation. Un cours, c'est de la motivation. Un cours, c'est du feedback et des choses comme ça. Et sur les vidéos. Alors ça aussi, je pourrais vous en parler pendant des heures. La vidéo pédagogique, c'est pas uniquement de la vidéo de contenu. Il y a tout un autre type de vidéo. Et c'est plus sympa quand c'est votre prof que vous connaissez qui vous le dit que quand c'est une machine qui vous répondra. À mon avis, voilà. Mais bon, là-dessus, il y a quand même des gens qui ont fait des études. Donc c'était des gens de chez Zurich, donc de chez vous. Sur l'évaluation. L'impact sur l'évaluation, il faut que je me dépêche. Ouais, ça fait déjà une demi-heure. Sur l'évaluation, la production de. Donc, on a parlé de production de contenu, maintenant, on va parler d'évaluation. On organise une journée de réflexion autour de ce sujet-là. Donc, ça sera en ligne, hein, on vous donnera, vous demanderez l'adresse à Nathalie, elle s'est inscrite, donc elle pourra retransmettre ça le 26 juin, toute la journée. C'est-à-dire quel est l'impact de l'IA sur les évaluations dans l'enseignement supérieur? J'ai discuté la semaine dernière avec un enseignant de chimie chez nous.
qui a qui est en train de dépouiller les dossiers d'inscription à des masters. Il reçoit 700 dossiers. Sur les 700, il dit bah, celui-là, il n'est pas bon, celui-là, il en prend 300 qu'il leur fait passer depuis 4-5 ans. Une évaluation, c'est 15 questions en ligne de chimie. Généralement, il mettait 2 heures pour répondre. Au bout de 2 heures, le questionnaire s'arrête et lui, il recueille les réponses. Et là, les plus rapides mettaient 1h40 pour répondre sur les 15 questions et la distribution des notes sur les 300 élèves était à 14. Donc, en dessous de 14, il ne prenait pas. Au-dessus de 14, il prenait en son master, si je caricature un peu. Donc, évaluation en ligne, en plus du dossier, etc., l'étude du dossier. Là, cette année, durée moyenne de réponse, 1 heure. Meilleure note, 20 sur 20, 8 minutes 30. Donc, soit il est tombé sur un élève super bon, ou alors les IA ont fait des gros, gros progrès. D'accord. Et la gaussienne est à 16. Donc, il y a vraiment quelque chose. Bon, il y a toujours des gens qui n'ont pas la moyenne, hein, donc ceux-là, ils ne savent même pas utiliser une IA. Mais ça pose un problème à cet enseignant, c'est-à-dire que bah, j'évalue plus mon étudiant, quoi. J'évalue l'étudiant, la capacité de l'étudiant à mobiliser la bonne IA. Voilà. Et bon, et là, il y en a un qui a trouvé, hein. J'évalue aussi le progrès des IA à répondre à mon questionnaire. Mais ça ne répond plus à ma problématique. Comment je fais pour trouver l'étudiant qui a les bonnes compétences et que je veux prendre dans mon master? Donc là, il y a une réflexion à avoir. Il y a une réflexion aussi énorme par rapport à ce qui a bouleversé, choqué, je ne sais pas comment on peut dire, nos enseignants, c'est tous les gens qui travaillent autour des mémoires, la rédaction de mémoires. Et bon, ben, là, on se rend compte il y a eu un saut qualitatif un peu inattendu sur l'orthographe, la cohérence, la structure, etc., etc. Donc, bon, c'est pas forcément mes élèves qui ont écrit ça. Sur les quiz aussi, les quiz en ligne, bah, le prof, il prend ChatGPT pour créer le quiz. Bah, l'étudiant, il prend ChatGPT pour répondre au quiz. Donc, là, c'est pareil. Donc, toutes ces questions-là font qu'on ne peut plus évaluer de la même façon. Donc, voilà. Euh, si j'en reviens à mon IA Forsup, je vous ai mis un lien de toutes les articles autour de l'évaluation, des chartes d'évaluation, d'évolution des évaluations dans les établissements. Donc, il y a tout un tas d'articles qu'on est en train de compiler, de regarder autour de ça, qui ont été publiés, donc qui donnent des idées sur les évaluations. Il y a quelqu'un de chez vous, alors quand je dis chez vous, c'est Jeff Van Poel de l'Université de Lausanne, qui a fait un truc super intéressant. Hop, 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 j'ai mis le lien. Voilà, ici, paf, voilà, sur un Miro. Donc vous irez voir. Miro, c'est un peu comme un Prezi, hein, vous pouvez balader sur la documentation. Réflexion sur mes activités d'évaluation, où c'est que j'en suis. Donc vous avez une case de départ, puis vous faites un parcours. Je fais comme ça, je fais comme ça. C'est super intéressant la réflexion proposée. Quelles sont... Donc, vous voyez, c'est assez complet. Et Jeff, il passera le 26 juin, il sera avec nous à Montpellier. Je fais un peu de teasing aussi, mais moi je trouve cette démarche super intéressante. Il y a d'autres types de démarches, hein, d'autres universités, celle de Sherbrooke qui propose, hop, hop, hop. Ah, j'ai pas mis le lien. S'il doit être dessous, il est là. Voilà. Alors, vous voyez peut-être pas, je sais pas pourquoi j'ai ma barre là qui apparaît, mais le lien est dans le PDF que je vous ai mis à disposition. Voilà, donc il y a des gens qui gambergent sur ben, comment on peut évaluer différemment, il faut faire différemment que ce qu'on demandait classiquement. En gros, tout ce qui est asynchrone à distance, hein, on sait que c'est plus l'étudiant seul qui va le faire. Automatiquement, c'est les IA qui vont faire ça. Voilà. Donc, il y a des choses intéressantes. Il y a une évolution de ce qu'on veut évaluer chez nos étudiants. Voilà. Alors, les IA ont aussi un impact chez les étudiants. Vous me rappelez des courbes de l'appropriation du web, vous avez mis ça, mis 6 ans. Moi, je donne quelques cours en master et cette année, j'avais 150 étudiants en octobre sur les cours. Et je pose la question, qui utilise une IA? Wow, tout le monde lève la main. Ah bon? Et qu'est-ce que vous utilisez comme IA? ChatGPT, Qui utilise ChatGPT? Bram, tout le monde utilise la main. Donc en octobre, ils connaissaient que ça, hein. Les Perplexity, les notebooks LM et tout ça, ils ne connaissaient pas. C'était tout le monde est à ChatGPT à 100%. Et question subsidiaire, qui paye un abonnement? Alors là, j'étais choqué. 30% des étudiants en master 1, payent un abonnement à 20 dollars par mois. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. Sur une techno qui est sortie il y a 2 ans, tout le monde utilise et il y en a presque la moitié qui paye pour l'utiliser, hein, pour avoir des questions illimitées, générer des contenus, tatati tatata.
ça m'a. Alors, c'est une question simple, hein, vous pouvez, je sais pas, je pense que vous l'avez déjà posée à vos élèves, à vos étudiants, Ouais. mais ça vous donne une idée un peu de là où on en est. Dans toutes les technos dont je vous ai parlé, le web, le streaming, les réseaux sociaux, tout ça, moi, j'ai pas vu un taux d'appropriation aussi rapide, aussi fort dans les populations étudiantes. Donc, ça a forcément un impact. Et si eux payent et l'utilisent à 100%, c'est que eux, ils trouvent qu'il y a un impact. Alors, Ils étudient la ouais, valeur, ça c'est sûr. On avait fait la même étude et nous on a fait le même taux. Donc 30% de nos étudiants en bachelor économie avaient payé la licence. ah, tu vois, hein. Mhm. Ouais. Donc ça, c'est ma petite étude au doigt levé. Après, il y a des gens qui sont plus sérieux que moi, qui ont fait ça sur des populations plus larges, et avec soit des sondages, soit des enquêtes, soit des études, mais on retrouve à peu près ça. Euh, soit de ChatGPT ou des DALI, des barres. Donc ça, c'est un peu vieux, ça c'est 2024. Tu vois, ça va vite hein, quand même, les évolutions de ces technos-là. 30% payent, tu vois, ici, on retrouve les mêmes chiffres sur des enquêtes qui sont été faites en France. Tu retrouves la même chose à peu près chez les collègues. Ça, c'est les collègues Digital Council, c'est le numérique en Angleterre. J'ai des collègues anglais, quand on va regarder sur 16 pays du Commonwealth, un peu, c'est les usages. Tu vois, je regarde pas que la France, je vais voir un petit peu ce qui se passe un peu à droite, à gauche. Ce qui avait un peu choqué, ce qui est un peu choquant aussi, peut-être moins maintenant, mais c'est dans les usages, c'est qu'ils prennent les IA génératives comme un Google, comme un moteur de recherche. C'est-à-dire que bah, je te pose une question, j'ai tout de suite la réponse, j'ai même plus à chercher dans les 3-4 pages qui sont fournies par Google, j'ai tout de suite une réponse et je prends la réponse comme argent comptant. On n'est pas trop dans une démarche universitaire, mais c'est des choses dans les usages, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui pose des problèmes écologiques. Une requête IA elle consomme plus d'énergie qu'une requête Google de recherche, mais les gens me disent, ah ouais, mais avant avec Google, j'ai plusieurs recherches, là j'ai tout de suite la réponse. Donc finalement, je consomme moins d'énergie. Donc ça serait à voir. Mais de toute façon, on est dans une augmentation de l'énergie avec ces bazars-là. C'est énormément consommateur d'énergie. Voilà, donc ça c'est sur les usages et les étudiants se disent pas encore opérationnels, encore la moitié des étudiants ne trouvent pas assez opérationnel avec ces outils-là. Donc il y a un travail à faire, aussi bien nous à l'université côté enseignant que côté étudiant pour comprendre comment ça fonctionne. On est encore pas mal sur des idées reçues, sur des préconçus, des trucs un peu de béatitude. Oh, c'est génial, ça va faire le boulot à ma place, ça va faire le boulot tout seul. Il y a un autre rapport qui est hyper intéressant. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le récupérer. Où c'est que j'ai mis l'URL? Hop, 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 hop. J'ai dû le mettre en quelque part. C'est le Stanford University qui fait depuis 4-5 ans, 6 ans, un rapport annuel sur l'intelligence artificielle. C'est absolument génial. Euh, Faut pas lire ça le soir parce qu'au bout de 5 minutes, on s'endort tellement il y a des chiffres, des trucs dans tous les sens, mais il y a plus de 400 pages avec l'impact sur la recherche et le développement, sur les performances, l'évolution des performances des IA, l'économie de l'IA, les impacts en sciences et en médecine, la gouvernance de l'IA, l'éducation, les opinions publiques par rapport à l'IA. Et donc le volet éducatif nous intéresse avec ces 3 points assez essentiels dans le monde de l'éducation, ben, l'IA sur l'utilisation des outils de l'enseignement, un peu sur la production de contenu, hein, ça on vient de voir, la compréhension de l'IA, comment ça fonctionne, quels sont les risques liés aux usages. Euh, on en voit quelques-uns, mais à long terme, sur les impacts à long terme, on, on a des prémices d'idées, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et les compétences pour construire de l'IA, hein, pour construire des serveurs, pour construire des algorithmes, des choses comme ça. Donc l'éducation à l'IA. Il y a des pays, alors je vais un peu vite, il y a plein de statistiques. Il y a des pays qui font des choses depuis très longtemps, notamment la Chine, hein, qui a encore fait évoluer depuis l'âge de 3 ans. Il y a le travail autour de l'algorithmie, autour de l'IA, des choses comme ça. Il y a des pays un peu plus à la rue comme la France, hein, où on ne fait pas grand-chose. On commence à se dire, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Voilà. Et en Suisse, je ne sais plus où vous êtes, mais c'est plutôt pas mal, il me semble. Non, il y a des choses qui se passent dès les petits, d'après la couleur bleu foncé. Voilà, c'est ça. Il y a Ouais, c'est des là. formations autour de la pensée computationnelle, principalement chez les petits, et le Ouais. codage sans, voilà, Ouais, c'est sans, l'effet Timio. voilà, exactement, ouais. Peut-être. C'est l'effet Timio. Voilà.
Donc, il y a des choses qui se passent chez les étudiants, chez les doctorants, le nombre alors je ne veux pas sortir tous les chiffres, le nombre de doctorats autour d'IA qui augmente, le nombre de doctorants qui augmente, etc., etc. Donc, à l'université, il y a quand même pas mal de choses. Et commence à avoir des articles assez intéressants aussi sur l'impact de l'IA, la mesure d'impact de l'IA chez des groupes d'étudiants. Alors, je vous ai sorti celle-là pour une raison un peu rigolote. Enfin, rigolote. C'est George Siemens qui est co-auteur de. C'est pas l'auteur principal, mais alors, George Siemens, c'est celui qui avait publié pas mal de choses autour du connectivisme dans les années 2005, 2004, 2005, 2006, 2008, ce qui a généré tout ce qu'on appelle les MOOC. Hein, les MOOC, donc c'était George Siemens qui était théorie de l'apprentissage, de connectivisme qui était autour de ça, et donc dans les sciences d'éducation, et qui regarde maintenant ce qui se passe avec l'IA. Et dans cet article, euh, il y aurait une tendance que qu'aurait l'IA, l'utilisation de l'IA intensive par les étudiants, des privés d'agentivité. Alors, en sciences sociales, l'agentivité, c'est une notion un peu anglaise, pas trop francophone. C'est la faculté d'action d'un être, sa capacité à agir sur le monde, sur les choses, les êtres, et à les transformer, à les influencer. Ouais, si je caricature, c'est la perte de connexion avec le réel. Euh, donc, c'est pas très enthousiasmant. Alors, je sais pas tous les élèves, mais il y a des choses comme ça qui sont en train d'arriver. Il y a une autre étude qui est hyper intéressante. Celle-là, c'est Claude. Claude AI, c'est un éditeur de, comment ça s'appelle? De moteur de recherche Anthropic. C'est l'éditeur, c'est Anthropic qui a édité un peu l'équivalent de ChatGPT et qui a analysé plusieurs millions de conversations d'étudiants qui utilisent son moteur de recherche aux États-Unis et pour essayer de catégoriser un peu les usages que font les étudiants de cet outil-là, spécifiquement, je vais y arriver, en disant, voilà, il a identifié un peu 4 types d'usage de Claude dans un contexte universitaire. Donc, il a qualifié les conversations dans le contexte universitaire et c'est réparti. Alors lui, il dit à peu près équitablement entre des gens qui font de la recherche directe, hein, avec ce qu'on a vu dans les études précédentes aussi en Angleterre, c'est j'utilise une IA comme un moteur de recherche. Des gens qui font de la résolution collaborative avec un ping-pong d'idées, où ils discutent avec la personne. La création directe, avec la création de contenu, avec un prompt qui font de la création de contenu. Donc on est sur des choses un peu plus élaborées. Et de la création collaborative avec les IA. Donc on a toute une gamme d'usages des IA. C'est pas quelque chose qui est assez homogène de la part des étudiants. On commence à avoir une acculturation à ces outils, même si certains ne savent pas les utiliser encore correctement. Il y en a quand même une majorité qui arrive à changer et à évoluer avec ces IA. Hein. Le mode conversationnel, ça n'existe pas au démarrage de ChatGPT. Hein. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'est quelque chose qui évolue assez vite. L'arrivée des agents intelligents aussi dans les IA, c'est quelque chose qui est assez récent, ça a moins d'1 an. Donc, ça résout pas mal de problèmes, ça évolue vite et les étudiants évoluent avec ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ils ont référé ça par rapport à la taxonomie de Bloom en disant que à quel niveau cognitif faisait appel les prompts et les demandes faites par rapport des étudiants par rapport à ces niveaux de Bloom. Alors, c'est assez paradoxal parce que Bloom, c'est plutôt en bas, la pyramide, elle est plutôt inversée par rapport à ce qui est présenté ici. Hein. Le niveau supérieur, il est en haut, c'est la pointe de la pyramide, elle est la base, le savoir, la connaissance, la base, elle est en bas. Donc là, on a des résultats qui sont inversés sur les utilisations, mais elle est aussi préoccupante. Je vais. Il y a Michel Serres, alors je vais retrouver la slide, j'avais mis en conclusion là, ici, mais j'aurais dû le mettre avant. Je ne sais pas si vous avez écouté cette conférence qui est hyper intéressante, qui reprend un peu tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que je vous ai montré on a subi des vagues d'innovation depuis, moi je suis remonté en 94 sur le numérique. Mais là, dans cette conférence qu'il a fait pour le 40e anniversaire de l'INRIA en 2007, donc avant de l'arrivée de l'IA,
il avait fait une conférence, c'est qu'est-ce que les technologies ont apporté à l'humanité et à l'enseignement en particulier. Donc, il est remonté à l'invention de l'écriture, il y a 4000 ou 5000 années. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus vieux que ce que je vous parle autour du numérique. Il est remonté aussi à une étape importante en 1515, la Renaissance, à la création de l'imprimerie. Donc, en Europe, qu'est-ce que ça a eu comme impact d'un point de vue religieux? Ça a été le bazar. D'un point de vue artistique, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, et au niveau éducatif. Donc, toutes ces technologies-là ont eu des évolutions énormes. L'écriture, on ne va pas revenir avec. C'était les deux Grecs qui s'engueulaient tout le temps, qui n'étaient pas d'accord parce qu'il y en a un qui écrivait. Aristote et. Ah, C'est merci, Platon, voilà. Oh là Bérénice. là. Ouais, oui, bon, il y en a qui suivent. Euh, donc, qu'est-ce que ces technologies ont apporté? Et donc, lui, il fait la conclusion, c'est que avec des outils comme ça, donc c'était 2007, c'était l'arrivée des smartphones, des trucs comme ça, avec ces outils-là, nos étudiants, nos élèves font une évolution cognitive, c'est-à-dire que le savoir, il n'est plus là. Ils le placent là-dedans. Ils vont ils vont plus apprendre par cœur, ils n'ont plus besoin de mémoriser. C'est dans les comportements, dans les usages, on va dire que tout est là-dedans. Mais c'est pas parce que le problème, nous, pédagogues, qu'on avait, c'est pas parce que tu as accès à une information que tu comprends l'information. Donc là, depuis 2020, depuis les années 2000, on se bat avec ça. Lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle Petite Poussette, si vous ne l'avez pas lu, c'est pas très long, mais c'est super intéressant. Vous tapez sur YouTube, vous verrez aussi, il y a pas mal de vidéos de Michel Serres, mais celle-là, elle est assez intéressante. Enfin, pour moi, elle est même très intéressante. Et la conclusion qu'il fait, là, je vous ai mis la transcription qu'il a fait de ça, c'est que euh, on est condamné à devenir intelligent. Puis si on fait une dévolution cognitive, c'est-à-dire qu'on n'a plus le savoir ici, mais on le dévolue dans un dispositif extérieur, il faut qu'on soit intelligent pour pouvoir les utiliser, sinon on est foutu. C'était sa conclusion. Et ce qui est inquiétant, c'est que là, si je reviens à ma petite pyramide, hop, 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 la dévolution hypocognitive de Michel Serres, ça se passait au niveau de la connaissance, donc à la base, sur la connaissance et la compréhension, donc c'était la base de la pyramide de Bloom. Là, quand on regarde les usages qu'en font les étudiants, enfin dans ce contexte-là, hein, on voit que la dévolution, elle est sur les 6 niveaux. Et puis, elle n'est pas petite sur les niveaux supérieurs. Donc, ça veut dire qu'on va beaucoup plus loin dans la dévolution. Nos étudiants vont beaucoup plus loin dans la dévolution vers ces dispositifs-là que ce qu'on avait avec le web. C'est beaucoup plus impactant d'un point de vue cognitif que ce qu'on avait jusqu'à présent avec le numérique. Donc, ça pose des questions de où on va et comment on va y aller. Et la conclusion de Michel Serres, où il disait on est obligé de devenir intelligent, je pense que là, on est obligé encore d'être plus intelligent sur l'utilisation de ces outils-là. Et donc, ça pose pas mal de questions autour de des usages. Donc, vous avez le lien, la conférence, les données, les articles qui sont là, donc en lien sur ce truc-là, sur le support. Il y avait d'autres études où ils ont fait à peu près la même chose sur les comportements, sur l'utilisation des IA par les étudiants en disant, là, il y en a qui sont consommateurs. Si elle fait à ma place, je ne veux pas m'embêter à réfléchir, je vais faire le problème qui est posé par le prof, c'est l'IA qui va répondre. Le code qui doit être fait, je ne vais pas m'embêter à coder, je vais le faire par l'IA, etc., etc. Les quiz, hop, c'est l'IA qui va le faire à ma place. Donc on est une majorité, 80% quand même, à peu près, une grosse majorité de nos étudiants sont des simples consommateurs de l'IA. J'ai le sous-traité, je ne vais pas m'embêter, c'est l'IA qui va le faire à ma place. On a une partie des étudiants qui, eux, co-construisent avec les IA, s'entraînent avec les IA, se brainstorm avec les IA, des choses comme ça. Mais ce n'est pas la majorité. Et donc, ça a aussi une façon comment on motive nos étudiants. C'est pas facile aussi de motiver des étudiants en disant, bon, de toute façon, si c'est une machine qui fait à ma place, comme je sais pas, quand on s'est engagé dans les études, on voyait son métier, on l'a idéalisé, on était motivé par je vais sauver le monde, je vais résoudre le problème. On était jeunes, inconscients à l'époque. Le problème de la famine dans le monde, etc., etc. Maintenant, un jeune, c'est quoi son délire? Comment je me projette dans le monde professionnel s'il y a plein de machines qui font le boulot à notre place? Donc, il y aura
un travail de remotivation, je pense, à faire autour de ça. C'est pas une question simple. Il n'y a pas de réponse simple autour de ça. Euh, Dernier point que je voulais aborder avant qu'on en discute de tout ça. Toi, je suis dans les temps, hein. Ouais, Je pas me suis mal. super, je suis super tenu. Dernier point que je voulais aborder, c'est l'impact sur la recherche. Donc, il y a énormément d'outils autour de la recherche. Alors, je suis pas parti dans les outils très spécifiques de recherche autour du cancer en médecine, sur la génération de protéines, où là, il y a des champs énormes d'évolution avec les IA. Mais un petit truc rigolo, un article que j'ai trouvé où sur quelqu'un qui s'est amusé à analyser, une équipe s'est amusée, 14 millions d'articles de résumés entre 2014 et 2024, et il voit qu'il y avait des occurrences grammaticales qui apparaissaient très peu, certains mots qui apparaissaient très peu après en 2020, et qui depuis qu'on a les IA, oh là là, on les retrouve de façon assez forte. Et ils se sont amusés à regarder, donc c'est un indicateur pour eux d'utilisation des IA dans les articles scientifiques. Donc 14 millions d'articles analysés. On s'est rendu compte qu'il y en avait depuis 2020 une partie qui était générée avec ces outils-là. Et donc ils ont regardé dans quel domaine les chercheurs utilisaient le plus les IA et dans quel pays. Donc, il y a des pays où on utilise très peu. Dans les domaines sciences humaines, je crois que c'est aux États-Unis, c'est 3%. Par contre, c'était en Chine, je crois, voilà, voilà. C'était ici, plus de 30% des articles en informatique sont coécrits, ou écrits, coécrits, allez, on va être optimiste, avec les IA. Voilà, ça, là aussi, la recherche est fortement impactée, hein. 30%, c'est pas rien dans certains cas par l'utilisation de ces outils-là. Et donc, les enjeux pour nous, les enseignements supérieurs, c'est comment on intègre ça dans notre pratique, parce que le premier volet, un peu comme pour le numérique, un peu comme pour les smartphones, un peu comme toutes les innovations pédagogiques, technologiques qu'on a eues dans le monde de la pédagogie, c'est on va interdire. C'est pas bien, on va interdire. Donc il y a des écoles qui en interdire. C'est mort. L'interdiction pour deux choses parce que j'ai même vu des vidéos où ils mettaient ChatGPT dans leur calculatrice. Donc pour les examens, on a droit à la calculatrice. Donc ils ont fait des tutos comment mettre ChatGPT dans votre calculatrice. Donc ça c'est mort. Entre les montres connectées, les lunettes machin et tout ça, ça va être compliqué. Et puis dans le monde professionnel, c'est des outils qui sont intéressants à utiliser. Donc, il faut aussi acculturer nos étudiants à ça. Et donc, l'interdiction totale, elle est morte. Par contre, momentanément, dans certains domaines, pour faire comprendre, pendant 1 heure, on pose l'ordinateur, on se met papier-crayon comme on faisait auparavant, bah, même chose. Il n'est pas interdit de réfléchir par soi-même. On n'est pas obligé de demander à son coach de faire une évolution là-dessus. Même l'intérêt, il peut y avoir un plaisir à réfléchir par soi-même, un plaisir à trouver des solutions par soi-même, donc éduquer à ça. Il y a un job à faire parce que c'est en train de se perdre un petit peu. Donc il y a le côté positif, il y a ces opportunités-là. Le côté négatif, à moyen terme, on ne sait pas l'impact que vont avoir les IA. Si je veux l'analogie avec les réseaux sociaux, moi, j'étais au début, je trouvais ça génial. On a monté des réseaux. Je sais pas si vous suivez des trucs autour de la tweeter, des dictées sur Twitter. C'était assez génial. C'était dans les petites classes pour apprendre à écrire, des choses comme ça. C'était fabuleux. On faisait des choses sur les réseaux. Ça, c'est mort parce que les réseaux ont tellement évolué qu'il n'y a que le côté négatif. Enfin, il y a un côté négatif qui est quand même lourd dans les réseaux et très impactant dans nos sociétés sur les élections, sur plein de choses dans nos sociétés. Donc ça, c'est un peu impactant. Et dans nos universités, bon, les réseaux sociaux peut-être un peu moins, mais sur la société, ça a un impact fort. Donc là, la même chose à moyen terme, déjà à 4-5 ans, quel est l'impact sur la motivation des élèves, sur le degré de réflexion, sur l'implication des élèves dans leur démarche de progression. Donc il y a une vraie dépendance technologique qui risque de se mettre en place. Et donc comment utiliser et pas subir. Alors ça, c'est d'un point de vue pédagogique. Il y a un gros volet aussi économique. On voit bien que c'est une guerre
US, Chine, à plein l'Europe là-dedans. Nous, on est au milieu de ce grand bazar-là. Mais il y a quand même des enjeux forts de maîtriser ces outils-là, parce que l'idée quand même de ces gens, je maîtrise l'outil, ben, je maîtrise une pensée, je maîtrise une vision, hein, faut pas se leurrer, il y a quand même ces choses-là. Si vous voulez en voir plus, il y a cette dame qui s'appelle Kate Crawford, qui a écrit un super bouquin, hop, 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 Le contre-atlas de l'intelligence artificielle, Kate Crawford, qui est un bouquin qui est génial. Donc, vu le nombre de post-it que j'ai mis dedans, je passe mon temps à prendre des notes et des trucs comme ça. Justement, on pose des questions sur l'économie, l'hégémonie, vers quoi on va, d'un point de vue éthique, d'un point de vue écologique aussi, parce que ça bouffe quand même pas mal d'énergie. Juste pour donner un exemple, quand vous faites un prompt, ce prompt il est découpé en tokens. Les tokens, pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne, les IA. C'est des bouts, c'est même pas des syllabes, c'est des bouts de mots qui sont envoyés dans des bases vectorielles. Bref, pour générer un token en sortie, donc c'est un travail de statistique, de probabilité dans un espace vectoriel en fonction du contexte. Machin, tout ça. C'est 200, sur ChatGPT, générer un token, c'est 200 milliards d'opérations. Ah, c'est pas des opérations très compliquées, mais c'est quand même 200 milliards d'opérations. Donc, quand vous générez la réponse complète, c'est en gros c'est 500 tokens sur une réponse médiane quand vous posez une question à un IA, c'est 10 puissance 14 opérations. C'est un délire quand même statistique pour générer une opération. Et derrière, ça consomme quand même un peu d'électricité. Donc euh, ça pose quand même un peu des soucis, mais on voit bien on peut dire ce qu'on veut, les gens ils en ont rien à foutre dans les utilisations, et rien qu'à voir le délire avec les blisters. Hein, il y a eu la vague des blisters, tout le monde s'est fait son blister avec son image, son truc comme ça. Ça a dû passer une énergie de fou, hein. Une centrale nucléaire a dû tourner pendant 2 jours rien que pour faire des blisters pour tout le monde. Enfin, un truc qui sert absolument à rien. Donc voilà. Mais il y a quand même des impacts. Donc je parle des trucs négatifs qui servent à rien, mais il y a des choses qui sont derrière, c'est à long terme. J'ai vu passer des gens qui sont partis dans un délire économique en disant, voilà, le travail aujourd'hui, ça nous coûte 60, payer des salariés au niveau mondial, c'est 60 000 milliards de dollars. Ça nous coûte en charge salariale 60 000 milliards de dollars. Si on fait une IA qui remplace le travail des gens un peu à la con, ça va nous coûter 7 000 milliards de dollars. Donc j'ai économisé 53 milliards de dollars par an, 53 000 milliards de dollars par an. Voilà. Mais oui, mais ils vont faire quoi les gens qui touchaient un salaire? Ben, voilà. Mais il y a des gens qui ont fait ces calculs-là et qui sont en train de chercher les 7 000 milliards, hein, pour bouffer le marché. Est-ce qu'on va accepter ça? Quel sera le monde de demain? Il y a des choses quand même qui sont très, très inquiétantes quand on voit la vitesse à laquelle ça se développe. Ça peut avoir un impact sur nos métiers, sur notre quotidien assez rapidement. Donc, les enjeux, ils ne sont pas que pour l'université, ils sont vraiment pour toute la société. Voilà, j'ai calé mon Michel Serres. Et donc, moi, je vous propose, il nous reste encore, ah, tu vois, j'étais un peu long, 6 minutes, parce qu'on a dit 1 heure. Oui, Six enfin, minutes on n'est pas obligé pour en de discuter. clore à l'heure pile, hein. Mais t'as vu ça? Mais d'habitude, j'ai l'habitude de déborder. Là, je me suis vachement cadré, hein. Mais si on voulait poursuivre, déjà, vous avez le support, vous avez tous les liens pour aller chercher tout ce que je vous ai donné. Il y a de quoi faire, hein. Rien que pour les outils, les slides, les quiz, etc., etc., les études. Et dans mon billet de blog, j'ai quelques réflexions autour de ces usages-là. Donc, vous avez le lien sur le billet de blog, vous pouvez télécharger. Et puis, on peut en discuter maintenant. Et sinon, si ça vous intéresse de nous rejoindre sur la communauté, ça s'appelle IA for Sup. On peut aussi en voir ces réflexions-là, tous les webinaires, une fois par mois. Magnifique, un tout grand merci Christophe pour ce tour de Ouais. piste et ce bilan effectivement rapide, alors complet, on n'ose plus rien dire de complet sur l'IA parce qu'on sait qu'on n'a pas fini la phrase, qu'il y a déjà quelque chose de nouveau qui est sorti. Je vois des applaudissements, merci pour toi. Je propose donc en terminant ce café pédagogique, j'arrêterai l'enregistrement là. Pour l'instant, je le garde pour avoir le transcript au besoin. Mais si vous voulez mettre vos caméras et poser des questions, je couperai de toute façon au montage pour la vidéo la partie de questions. Donc n'hésitez pas. Je vous laisse la parole s'il y a des questions.